Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un compte-rendu de lecture à propos d'une note de lecture sur la révolution néolithique, expression employée par Jean-Paul Demoule, publiée sur le site Brito TV en 2017. Tout d'abord, cette note de lecture commence par une explication de la fin de l'ouvrage de Jean-Paul Demoule. En effet, il remet en question le libéralisme économique et la croissance indéfinie qui participent au phénomène de néolithisation. Ce qui correspond à la révolution néolithique, c'est le moment où les hommes ont pris conscience qu'ils pouvaient contrôler et exploiter la nature à volonté, tant les animaux que les végétaux. Entre moins 9000 et 5000 avant Jésus-Christ, les premiers essais pour contrôler les animaux et les végétaux ont débuté, ce qui a eu un grand impact sur notre humanité entière, ne dépendant pas alors de ces deux entités. La révolution néolithique a débuté dans la région du Proche-Orient, du moins c'est ici que nous avons les informations archéologiques les plus précises et connues. La révolution néolithique s'est ensuite développée dans les régions du bassin méditerranéen, de l'Asie centrale et dans toute l'Europe. La zone la plus fertile du Proche-Orient est appelée croissant fertile. Le centre de celui-ci est composé de nombreuses ressources alors exploitées par l'humain. Durant la révolution néolithique, il y a aussi une sédentarisation des populations, c'est-à-dire que les populations cessent d'être nomades et commencent à construire des habitats dès moins 12 000. Cette sédentarisation des peuples est rendue possible grâce aux ressources à disposition, notamment aquatiques, mais l'homme n'exerce pas encore de contrôle sur celles-ci. L'agriculture ainsi que l'élevage ont débuté entre moins 10 000 et moins 9 000 dans le Proche-Orient, mais aussi en Europe. Ensuite a eu lieu la domestication des animaux les moins dangereux. Cette période est appelée le PPNA parce que la poterie n'est pas encore inventée. À partir de moins 9000, le PPNA est suivi par le PPNB, c'est-à-dire la période où la domestication des animaux et des plantes est maîtrisée. Des recherches archéologiques ont mené à la découverte de bâtiments liés aux activités de rituels. C'est donc l'apparition des idéologies. De grandes sculptures ont été découvertes. Dessus apparaissent des représentations d'êtres humains et d'animaux sauvages comme des lions ou des serpents. De plus, les pratiques funéraires de l'époque montrent un aspect de la mort différent de notre époque actuelle, où les morts continuent d'une certaine façon de vivre parmi nous. Apparaît alors la poterie en moins 6500 qui va participer à diffuser les idéologies. Les poteries sont constituées de formes géométriques qui peuvent rappeler les champs ou les habitations de l'époque. C'est dans ces poteries que va commencer à être mise en place la domination masculine, représentée par des dieux ouraniens créateurs de l'ordre, comme Marduk, qui s'oppose à la déesse féminine ayant des principes débridés, Tiamat. Les trois conditions au néolithique sont les suivantes. Il faut des conditions environnementales, techniques et culturelles. Pour l'environnement, il faut des conditions intermédiaires où le milieu se prête à la domestication. Pour l'agriculture, il faut des techniques de stockage de grains élaborées par les chasseurs-cueilleurs. Enfin, il faut des conditions culturelles qui permettent d'effectuer une domestication des espèces, c'est-à-dire transformer un animal sauvage en animal docile. Du côté culturel, deux thèses sont encore en débat, à savoir est-ce que les changements culturels ont précédé le néolithique et du coup l'ont permis, ou est-ce que c'est les nouvelles conditions d'exploitation qui ont produit des changements culturels ? Nous n'avons pas de réponse précise aujourd'hui. Ce dont nous sommes sûrs est que cela représente un changement des modes de pensée et d'idéologie. De plus, Jean-Paul Demoule s'interroge sur la place de la femme dans cette culture, souvent représentée nue, ce qui est un moyen pour le point de vue masculin de continuer à laisser une place importante à la sexualité. En moins 6500, la révolution néolithique s'étend vers la Turquie, l'Europe, l'Asie centrale et aussi l'Inde. Celle-ci permet la création des premières villes et des premiers États du monde. C'est le début des inégalités avec la hiérarchisation des sociétés, puis le retour aux communautés paysannes. En effet, selon Jean-Paul Demoule, ces systèmes dits autoritaires ne durent pas très longtemps dû à la dispersion des populations. À cette époque, les populations ne trouvant pas de solution aux inégalités optaient pour la fuite pour reconstruire des sociétés égalitaires autour de communes villageoises. En basse Mésopotamie, cela donne naissance au début des agglomérations ainsi qu'à la première civilisation du monde. Ces premières cités-États inventent l'écriture pour gérer les relations économiques et autres. Elles sont souvent l'objet de phases d'unification puis d'éclatement qui, quelques millénaires plus tard, ne sont toujours pas réglées. De plus en plus de civilisations se développent en Anatolie, puis en Europe et en Asie centrale. En Europe, les cités-États n'apparaissent qu'un millénaire avant notre ère. Les fonctions culturelles et idéologiques y sont semblables qu'au Proche-Orient. En moins 5400, une nouvelle culture dite rubanée apparaît en Europe. La différence est architecturale avec les maisons qui peuvent atteindre 45 mètres de long, par exemple. Vers moins 4500, de plus en plus d'inégalités et de violences se développent. C'est l'apparition de la violence que l'on retrouve par exemple dans les tombes où est indiqué le statut social du mort. C'est aussi la naissance du pouvoir par rapport à la richesse ainsi qu'à la force de manipulation des êtres.
Au cours du IVe siècle, néanmoins, tout cela disparaît. Les sociétés hiérarchiques disparaissent au Proche-Orient, mais pas en Europe, où on trouve encore des tombes classées par rang social. On voit donc que les sociétés égalitaires ou inégalitaires sont compliquées à mettre en place jusqu'au monde moderne d'aujourd'hui. En Chine, le néolithique est similaire au Proche-Orient ainsi que la différenciation sociale. Dû à l'instabilité des sociétés, beaucoup de migrations ont lieu vers le premier millénaire en Polynésie ou en Amérique, par exemple, n'ayant pas encore établi de société-État. En effet, la néolithisation n'apparaît qu'au deuxième millénaire en Mésoamérique. La poterie ainsi que l'agriculture s'y développent plus tard en Amérique ainsi qu'en Afrique. En conclusion, ce qui est important selon Jean-Paul Demoule, c'est de voir où il n'y a pas de révolution néolithique par rapport aux endroits où il y en a et pourquoi, et quelles ont été les décisions prises par les peuples.